vais commencer par vous présenter Marie-Ève Bouillon, qui est à côté de moi, qui est archiviste, qui travaille aux Archives nationales comme chargée de mission photographie depuis 2012 et historienne de la photographie. Marie-Ève Bouillon a soutenu sa thèse en 2017 sous la direction d'André Gunther et Christophe Prochasson. Sa thèse était intitulée « Naissance de l'industrie photographique, les Nordins, éditeurs d'imaginaire ». Elle va publier d'ailleurs la partie sur la carte postale de sa thèse en cours de publication aux éditions. Elle est en cours de publication aux éditions de la Sorbonne, ainsi que 2 articles récents, dont un article sur la carte postale dans le Magasin du Monde. Ses recherches donc portent sur l'industrie photographique de la fin du 19e et du début du 20e siècle, sur la carte postale, les imaginaires touristiques et les objets souvenirs photographiques. Je vais donc lui laisser la parole. Les interventions dureront entre 20 et 25 minutes. Et donc, nous prendrons, comme je vous le disais, les questions à la fin. Voilà, alors je voulais remercier beaucoup Anne et Magali, en fait, pour leur invitation à participer à ce colloque qui s'annonce passionnant. Et je voulais commencer cette présentation par tout simplement vous lire une carte postale. Une carte postale, comme vous le voyez là, qui représente l'église Notre-Dame de Bon Secours, qui est au Canada, à Montréal, et qui est envoyée le 25 mai 1910 par une certaine Marthe vers l'Hérault, et elle l'adresse à Monsieur Baudouin. Donc, je vous lis cette carte postale. Je vous envoie la plus ancienne église de Montréal. Elle date de 1645. Elle est célèbre par les miracles opérés dans cette chapelle. C'est aussi un lieu de pèlerinage. Envoyez les genres que vous préférez. Votre goût sera le mien. Des vues de votre ville. Dites-moi vos mœurs. Ce que vous faites. Êtes-vous marié ou non? Je ne le suis pas. Vous me direz votre âge, si ce n'est pas une indiscrétion. Ah, mais c'est que je m'aperçois de toutes ces questions. Je vous demande pardon, mais que voulez-vous? C'est le plus gros défaut d'une Canadienne. Lorsque l'on imagine la circulation des cartes postales, on la relie aux usages sociaux qui lui correspondent. Ici, la carte postale est un mode de rencontre entre 2 personnes étrangères qui se découvrent, se décrivent, s'approchent, tâtent le terrain et au fur et à mesure de leur correspondance imagée, développent des liens sensibles. La carte postale permet le développement de réseaux sociaux, littéralement bien sûr, et de relations. Vous l'avez deviné ici, c'est un peu Tinder avant l'heure pour Marthe et Monsieur Baudouin. Ces échanges culturels et échanges d'impressions d'un continent à l'autre méritent nécessairement qu'on s'y penche et font partie de cette histoire transnationale de l'objet carte postale que je souhaiterais proposer dans un avenir proche. Cependant, aujourd'hui, ce n'est pas ce à quoi je voulais vous amener avec cette carte postale. Je voulais vous montrer des choses moins évidentes qu'on ne saisit pas à la première lecture de la carte postale, c'est-à-dire les circuits invisibles, perceptibles uniquement à l'aune d'une connaissance approfondie des producteurs de ces cartes postales. Ici, pour cette carte postale, les Nordins frères, qui sont les éditeurs parisiens de cette carte postale. Il s'agit des circulations transnationales qui ont lieu en amont de leur usage et du côté des producteurs de ces objets circulants et qui en sont les conditions de possibilité et d'existence. C'est une histoire principalement économique et industrielle, mais aussi culturelle, de réseaux de connaissances, de marchés et de paris commerciaux qui progressivement dessinent des tendances visuelles qui s'imposent au grand public du début du XXe siècle et forgent, comme le disait Anne et Magali tout à l'heure, une véritable culture visuelle de la carte postale. Si l'on revient à cette carte postale de Notre-Dame de Bon Secours de Montréal, le processus de production et l'usage de cet objet, bien qu'étant un objet ordinaire et modeste en termes de prix d'achat, autour de 5 centimes en 1910, aura suscité 4 traversées de l'Atlantique en tout. D'abord, vous voyez ici les différents circuits. D'abord, le circuit d'un opérateur photographe de l'entreprise Nordin de Paris, qui est amené à réaliser les prises de vue au Canada et qui fait la traversée vers Montréal depuis Paris en 1906, le circuit vert. Il revient, donc le circuit jaune,
Il revient ensuite à Paris avec ses négatifs sur support film. Puis des cartes postales sont imprimées sur les presses phototypiques de l'entreprise Nordin à Paris. Ensuite, autre circuit, le rouge, les cartes imprimées sont réexpédiées vers Montréal pour être mises en vente sur le lieu même de la prise de vue et traversent à nouveau l'Atlantique. Et enfin, le dernier trajet en bleu, la carte postale est expédiée par Marthe de Montréal vers l'Hérault en 1910. Si l'on veut donner une interprétation culturelle rapide et schématique de ces échanges, c'est le regard d'un photographe formé à Paris sur la ville de Montréal, envoyé par une Montréalaise à un habitant de l'Hérault pour lui décrire les caractéristiques de sa ville. Quelle décision amène donc à ces multiples échanges et distorsions? Comment peut-on analyser cette économie de la circulation pour l'objet carte postale? Mais plus généralement et par extension, comment se tissent les influences entre éditeurs et producteurs d'images d'un pays à l'autre? Comment déteignent et évoluent les pratiques culturelles relatives à l'envoi et l'échange d'images à l'échelle du monde à cette période de la fin du 19e et début du 20e siècle? Et enfin, comment s'intègre cette pratique de l'envoi de cartes postales au sein de chacun des écosystèmes culturels existants? Alors, sans répondre à toutes ces questions qui nécessitent de longs développements, je propose pour cette présentation de les effleurer selon 3 moments en fait, d'échange et de circulation transnationale de la carte postale et de 3 points de vue différents. Donc, celui de l'administration, tout d'abord, avec notamment l'exemple de l'instance internationale qui fixe les possibilités d'échanges postaux entre les États, qui est l'Union postale universelle. Elle fixe en fait les formes, les formats, les taxes, etc. Le deuxième point de vue, c'est celui du territoire, l'Amérique du Nord, vivier d'échanges commerciaux avec l'Europe pour la carte postale, que j'ai eu l'occasion d'explorer avec Karine Pelletier-Caroff lors d'une exposition ici même à l'Institut pour la photographie, dont Anne Lacoste a parlé tout à l'heure. Et le dernier point de vue est celui d'une entreprise particulière, avec l'épopée de l'entreprise Nordin au Canada, que nous venons de voir et qui constitue à plus d'un titre un moment exceptionnel d'échange photographique, culturel, mais bien sûr commercial. Alors, l'émergence d'un format simplifié de correspondance comme la carte postale est parallèle, ça c'est impensif de le dire, parallèle au perfectionnement des moyens de communication et à la circulation des personnes. Ainsi, en lien avec le phénomène migratoire sans précédent que connaissent les États-Unis depuis l'Europe dès 1820, c'est à l'initiative de l'administration américaine qu'une conférence est organisée à Paris en 1863. Et cette conférence a pour but de simplifier et faciliter les échanges postaux entre les continents, en termes de format, de poids, de taxes, de frais de transport maritime aussi, tout simplement. Qui prend en charge l'objet, à quel moment? L'objectif donc est d'instaurer des conventions entre les États participants. Et dès 1863, 15 pays participent à cette conférence, principalement européens, mais également le Costa Rica, l'Équateur, la Prusse ou Hawaï. Et c'est dans ce contexte très particulier et international, au niveau de ces 15 États, c'est dans ce contexte qu'émerge l'idée d'une feuille poste chez les émissaires allemands, avec une adresse au recto et une correspondance au verso qui se concrétiseront dès 1869. Ça, c'est une histoire connue, donc, en Autriche, avec la correspondance Karte, qui est mise en service par la poste autrichienne. Mais rapidement, des cartes administratives pré-timbrées, appelées des entiers postaux, sans illustration, donc, et utilisées principalement pour la publicité et les échanges commerciaux, sont produits par les gouvernements qui en ont le monopole dans la plupart des cas et se répandent dans plusieurs pays, notamment en Allemagne et en Angleterre en 1870, en Russie en 1871 ou encore aux États-Unis en 1873. Mais ce qu'il est intéressant d'analyser, c'est que dès le début, elle n'est pas perçue comme un objet, cette carte postale n'est pas perçue comme un objet de circonstance ou un simple objet de correspondance bon marché, mais est mise en valeur comme un véritable objet de sociabilité qui s'intègre dans les cultures et les pratiques.
En France, les débats à l'Assemblée nationale pour son adoption, qui ont lieu ces débats ont lieu en 1871, vous voyez un extrait, nous démontrent que les discours vont bien au-delà de la simple taxe. Le député Wolowski, qui présentera dès 1871 ses projets de loi, insiste sur l'intérêt social de la carte postale et son caractère innovant en se référant à d'autres pays qui ont déjà adopté la carte postale comme l'Angleterre. Et Wolowski est amené aussi à convoquer le modèle américain pour faire passer l'idée que le bénéfice est dans l'échange. Donc, je vous cite le journal officiel. Aux États-Unis, la poste n'est pas regardée comme une matière imposable. Ils y voient un service public dans toute la rigueur du terme. Au lieu d'y chercher des profits matériels, on a sans cesse en vue le grand profit national, l'accroissement de toutes les relations de la société. C'est la véritable force sociale. Au nombre de ces bienfaits, on trouve la facilité des relations et des correspondances, la multiplication des échanges, l'augmentation de la production et de la richesse qui s'y lient. Donc, dans sa version idéalisée par le député, la carte postale est bien un objet de sociabilité et de propagande, et l'image sur la carte postale va renforcer considérablement ces principes par la suite. En 1878, 35 membres adoptent la carte postale dans le cadre de l'Union postale universelle, et qui devient dès lors un phénomène mondialisé. Certains pays souhaitent l'adoption de ces règles de correspondance, puisque c'est ce dont il s'agit, par d'autres pays pour leurs propres intérêts, ainsi de l'Angleterre, la France, les Pays-Bas et l'Espagne pour leurs colonies. Il s'agit pour eux de profiter de taxes modérées relatives aux frais de transit maritime pour leurs ressortissants dans leurs échanges avec l'administration coloniale, mais aussi de constituer un moyen de contrôle des populations colonisées, la correspondance étant ouverte. Alors, sans forcément intégrer l'Union postale universelle comme ici, ces 35 membres, il y a des pays qui adoptent le format carte postale pour d'autres raisons. C'est le cas en 1878 de l'Iran, cette même année, puisque le Shah d'Iran, au retour d'un voyage en Europe, décide de commander 1,5 million de cartes postales à l'imprimerie impériale de Vienne, et qui en a opéré la livraison le 15 mars 1878. Ces cartes portent en tête les armes de la Perse. À la même période, apparaît le phénomène de tour du monde des cartes postales. On fait voyager une carte postale à notre place pour avoir un peu de ce tour du monde vertigineux et de son imaginaire. En effet, ces possibilités illimitées de circulation de cartes postales engendrent des pratiques liées à un imaginaire du tour du monde, dont l'engouement est porté par l'ouvrage de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, publié en 1872. Une quinzaine d'années après, commencent les premiers véritables tours du monde. Et là, je vous ai mis l'exemple de Nelly Bly, dont je n'ai pas, assez fascinant, ce véritable tour du monde en 72 jours que je ne vais pas développer. Mais c'est justement à cette période, dans les années 1888-1889, qu'apparaît ce phénomène, le tour du monde de carte postale. Voilà, on fait voyager une carte postale à notre place pour avoir un peu de ce tour du monde vertigineux et de son imaginaire. Et cela crée ce type d'objets, de magnifiques objets chargés de temps et d'espace. C'est l'exemple d'une carte postale envoyée d'Autriche en 1888, qui a voyagé au Japon, à Bombay, à Shanghai, à Hong Kong, à Alexandrie, à San Francisco, pour revenir enfin à Hambourg. Avec cet exemple, la carte postale ouvre donc grandes les possibilités de voyage par procuration. L'apparition donc de l'image sur le recto de la carte postale, dans la continuité des motifs qui existaient déjà sur les entiers postaux, se concrétise surtout avec l'ouverture du marché de la carte postale aux éditeurs privés. Et ça, c'est favorisé en 1885 par l'Union postale universelle. Les monopoles d'État cessent progressivement, par exemple en Russie en 1898,
Cela développe la production locale de cartes postales au sein d'un marché, pour la Russie en tout cas, auparavant réduit aux cartes postales importées d'Europe. La fin des monopoles aussi, de ces monopoles, diversifie donc les propositions d'éditeurs et parallèlement, certaines politiques d'État aussi favorisent largement l'envoi d'images par la poste et développent ainsi cette pratique culturelle. Ici, vous avez un exemple justement du développement de ces politiques d'État. Aux États-Unis, toujours en 1898, la loi du Congrès américain, la Private Mailing Act, permet l'envoi d'une carte postale au tarif de 1 cent. Donc, Private Mailing Card, qui est vraiment systématiquement mentionné au verso des cartes postales. Donc, ce coût d'envoi modeste va proposer l'explosion d'une culture de la carte postale aux États-Unis, une abondante production. Par comparaison, en France, envoyer une carte postale reste relativement coûteux, puisque c'est 10 centimes pendant très longtemps. Et ce coût d'envoi est très, très contesté par les éditeurs pendant une dizaine d'années, jusqu'en 1909, où en effet, le coût passera pour envoyer une carte postale autour de 5 centimes dans certaines conditions. Alors, cela me permet de faire la transition vers des recherches effectuées par Karine Pelletier-Karoff et moi-même dans le cadre de l'exposition présentée à l'Institut pour la photographie en 2019 sur la carte postale américaine entre 1900 et 1940. Vous voyez ici une vue de l'exposition. La question de la circulation entre l'Europe et l'Amérique du Nord était au centre de l'exposition, circulation à la fois des touristes, des éditeurs et des cartes postales. Donc, cette circulation était matérialisée par cette map monde que vous voyez en fait en fond de mur. Le choix a été fait de sélectionner majoritairement des cartes postales envoyées depuis l'Amérique du Nord vers la France ou collectionnées en France afin d'analyser en plus des producteurs de cartes postales les imaginaires de l'Amérique et du rêve américain des touristes français à cette période entre 1900 et 1940. De nombreux aspects furent abordés, notamment la variété des parcours et des profils des éditeurs de cartes postales, qui étaient à la fois des photographes, éditeurs, imprimeurs de cartes de vœux, ou encore des industriels du tourisme. Et l'influence en fait de tous ces statuts justement sur leur production. Mais nous avons abordé lors de cette exposition aussi les modes d'appropriation des cartes postales, échange et collectionnisme, communication rituelle ou encore images référentielles. Là, ce que nous appelions images référentielles, c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire les fameux exemples d'images où on voit des flèches et de situations où les touristes se situent ou entourent leurs fenêtres d'hôtel. Alors, je ne peux malheureusement pas aborder tous les thèmes de cette exposition ici, mais je vais me concentrer sur un constat fort qui fut mis en avant, celui d'une économie mondialisée de la carte postale, en particulier dans ces échanges perpétuels de part et d'autre de l'Atlantique. Elle prend bien des visages, et tout d'abord celui d'une collaboration technique. La Detroit Photographic Company, un des plus gros producteurs de cartes postales américains, vous voyez des exemples ici, en tout cas de photographies, de négatifs, de photochromes et de cartes postales. Eh bien, cette Detroit Photographic Company base sa renommée sur un procédé de reproduction des couleurs dont elle a acheté le brevet en Suisse auprès de la compagnie Photoglobe de Zurich. Ce négatif est une production de William Henry Jackson dans les années 1880 qui sera tiré, en fait, produit en photochrome, procédé photomécanique, puis en carte postale. Un peu plus tard, autour de 1905. Donc, la même image est recyclée comme ça d'année en année. Donc, les droits exclusifs de ce procédé suisse, photochrome puis fausse teinte pour les cartes postales, leur donnent un confortable monopole et une renommée dans le rendu unique en fait, de la carte postale en couleur et très prisé des touristes. L'anglais Fred Harvey, qui est un industriel du tourisme, propriétaire d'hôtels et de restaurants sur la ligne de chemin de fer qui relie Chicago à Los Angeles, fera d'ailleurs appel à elle pour la production de ces cartes. Ici, vous voyez une carte postale du Grand Canyon au-dessus et d'une boutique de souvenirs de Fred Harvey à Santa Fe Station. Alors, l'économie de la carte postale est aussi mondialisée par stratégie commerciale et concurrence, et c'est là qu'interviennent les imprimeurs façonniers allemands qui impriment à la demande des éditeurs dans le monde entier.
Leur maîtrise technique, leur équipement, la qualification de leur personnel leur donne une forme de monopole d'impression. Et on peut citer les éditeurs Adolphe Selig, Reader, Morris ou enfin UC Layton, des éditeurs donc américains, qui font imprimer leurs cartes postales en Allemagne et les vendent sur le territoire américain au retour. Donc, cette pratique n'est pas propre aux États-Unis, comme je viens de vous le dire, puisqu'on peut l'observer un peu partout dans le monde, par exemple en Indonésie. Et là, je vous renvoie à l'étude de Sophie Junge sur les éditeurs de Surabaya. Aux États-Unis, en 1909, la taxe protectionniste Payne-Aldrich met un frein à cette pratique d'impression externalisée, peut-on dire en Allemagne. Des imprimeries s'implantent alors sur le territoire à partir de 1909, comme celle de l'imprimeur d'origine allemande Kurtek. Vous voyez un exemple en bas à droite, qui est issu d'une famille d'imprimeurs de Leipzig. Il aura une activité dominante sur le marché de la carte postale, notamment grâce à ses cartes dites Linen. Et enfin, troisième partie, donc un autre modèle qui émerge enfin au sein de cette dynamique commerciale. C'est le dernier exemple dont je souhaitais vous parler. C'est l'entreprise Nordin Frères de Paris lorsqu'elle réalise ses campagnes au Canada. Nous sommes ici dans un cas assez unique et nous, à la recherche de nouveaux débouchés commerciaux sur le continent américain. L'entreprise Nordin envoie entre 1906 et 1909 un opérateur sur place à plusieurs reprises afin de produire des vues pour les touristes et dans le contexte aussi des fêtes du tricentenaire de la ville de Québec. De cette mission coûteuse comme un pari commercial exceptionnel dans le parcours de l'entreprise, résulte plus de 600 négatifs tirés ensuite en carte postale. Le photographe de cette série est un certain Robert-François Emery, un jeune élève opérateur entré chez Nordin à 16 ans et formé par eux. Les reportages révèlent une préoccupation pour les scènes d'amusement et de loisirs, notamment avec les sports d'hiver ou pour la présentation d'une vie quotidienne, avec une série sur les métiers à Montréal, pompiers, facteurs ou policiers. Donc, vous voyez les exemples ici. Elles sont particulièrement mises en scène, ces images d'une caserne de pompiers, qui sont sans nul doute le résultat d'une commande ou d'une sollicitation spécifique du photographe. Les vues des populations amérindiennes sont volontairement scénarisées et théâtralisées pour les rendre conformes aux récits en circulation et au contexte touristique. Les gestes sont codifiés et associés à autant d'imaginaires construits depuis des générations, figés ici par la photographie. Donc, vous l'avez compris, on revient en fait au début de ma présentation. Ces cartes postales, après avoir été imprimées sur les presses phototypiques Nordin en France, les cartes postales sont réexpédiées au Canada afin d'être commercialisées dès la mi-mai 1908. Les grands photographes éditeurs comme Nordin sont amenés en effet à ouvrir de nouvelles perspectives marchandes à l'international. Jouant sur les réseaux et sur les opportunités de commande, ils s'aventurent dans des terres lointaines, pariant sur leur potentiel de production et l'habileté de leurs opérateurs. Cependant, cette expérience reste tout à fait singulière pour l'entreprise, puisque ce qui atteste d'une tentative commerciale vite avortée. En conclusion, tous ces questionnements rendent compte de la nécessité d'aborder l'histoire de la carte postale à différentes échelles, à la fois macro et microscopiques, et selon les principes d'une histoire monde et d'histoire connectée, avec des jeux de rebond et des enjeux transnationaux. Il faudrait en somme s'intéresser à la géographie de l'histoire de la carte postale pour reprendre et adapter l'expression et le thème abordé dans le numéro 3 de la nouvelle revue Photographica, à paraître fin 2021. Et je vous remercie pour votre attention.